Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakiza. Bonsoir et bienvenue dans Focus Sahel pour une perspective unique sur la région. Et chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au menu ce soir, réfugiés maliens au Burkina Faso et des déplacés intérieurs à suivre des récits poignants d'une nouvelle vie à Ouagadougou malgré les défis. La MINUSMA quitte définitivement Ogo-Sagou au Mali. C'est dans le contrôle de la base aux forces armées maliennes, conformément à la résolution 2690. Au Niger, le Premier ministre cherche un départ rapide des soldats français et un accord avec la CEDEAO. Nous en parlons dans notre fait marquant de la semaine avec notre correspondant sur place. À découvrir dans cette édition, Dié Ba, la Mauritanienne qui défend la place des femmes dans la prévention des conflits au Sahel. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook et sur YouTube. Et je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. Au cours des 8 années de crise sécuritaire au Burkina Faso, le pays a vu affluer des dizaines de milliers de réfugiés et a enregistré près de 2 millions de déplacés internes. Malgré cette situation préoccupante, le Burkina a ouvert ses portes à plus de 36 000 réfugiés en provenance principalement du Mali. Notre correspondant Gilles Dasda a récemment rencontré deux de ces réfugiés et personnes déplacées qui se sont installés à Ouagadougou il y a quelques années. Dans le récit qui suit, il nous fait part de leur parcours difficile. Suivez. Quartier Wemtenga à Ouagadougou. C'est ici que vivent Asmamou Goro, sa sœur et leurs enfants. Dans ce logement de fortune qu'elle loue à 10 000 francs CFA le mois, la trentenaire se démène pour mettre ses 3 enfants à l'abri du besoin. Il y a un peu plus de 2 ans, Asmamou Goro a fui son village, Tony, à la frontière avec le nord burkinabé. À l'époque, le village était sous blocus terroriste depuis déjà plus de 3 ans. Et il fallait fuir pour survivre, mais avec tous les risques possibles. En sortant, on les arrête, soit on les frappe, ou soit, même si c'est nouveau, si c'est au dos, on les fait sortir pour les voir c'est filles ou garçons. Si c'est garçons, ils ne laissent pas passer. Un euphémisme pour dire que les enfants de sexe masculin étaient automatiquement tués par les terroristes. Mais Asmamou va prendre la route avec ses 2 garçons et la grossesse qu'elle portait. Quand tu quittes de notre village, Tony, tu viens au Bani. La nuit que j'ai marché. Et dans la journée aussi, le midi comme ça, eux, ils rentrent pour se reposer un peu. Donc, en ce temps-là que je profitais. Et puis, sinon, si on te voit aussi, soit toi ou soit tes enfants. Voilà, on te fait beaucoup de mal jusqu'à tu ne pourrais pas vivre encore. Tony, puis Bani dans le nord du Burkina. Ensuite Ban, avant de débarquer à Waiguia. Plus d'une centaine de kilomètres à pied et à moto. Enfin, elle et ses enfants arrivent à Ouaga, emmenés gracieusement par une bonne volonté. Et je suis venue, je ne me suis pas assise, malgré avec la grossesse. Je travaille pour pouvoir nourrir les enfants. Je remercie vraiment les Burkinabés. Oui, ils m'ont accueilli. Je travaille, malgré ça, eux aussi, ils voient que vraiment la femme a besoin. Eux aussi m'aident à manger, à des vêtements. Nettoyage, lessive, cuisine, coiffure. Pour la désormais réfugiée, pas question de trier les jobs. Comme elle, le Burkina accueille plus de 36 000 réfugiés sur son territoire, en dépit de la crise que traverse le pays. Des réfugiés constitués majoritairement de Maliens, à l'image de Draman Maïga, arrivé au Burkina en 2012. Il a dû fuir Gao avec ses 12 enfants. Depuis quelque temps, il travaille dans un comité mis en place par l'ONG Credo
appuyé par le HCR. Chaque mois, Ça nous permet d'avoir de l'argent chaque mois pour prendre soin des nôtres. Sinon, ça ne va pas. Le Mali et le Burkina vivent le même problème maintenant. On a de l'aide, c'est vrai que ce n'est pas suffisant. Mais avec certaines ONG, on arrive à avoir de quoi payer un sac de riz pour la famille. On rend grâce à Dieu. Et au quartier où il vit, les choses se passent plutôt bien. Au plan national aussi, l'action du Burkina à l'endroit des réfugiés sur son sol est bien appréciée, du moins par le HCR et son patron au Burkina, Maurice Azonampo. Malgré ses propres problèmes internes, le Burkina Faso quand même arrive non seulement à respecter ses engagements internationaux, mais à venir en aide à ces réfugiés-là qui vivent sur son territoire. Évidemment, le HCR est là pour accompagner l'État du Faso, le HCR et ses partenaires. Évidemment, cela ne peut être une réalité qu'avec le soutien particulièrement de nos donateurs. À ce jour, plus de 80 000 Burkinabés sont réfugiés dans les pays voisins et 2 millions sont des déplacés internes. Et cela, Asmamou et Draman en sont conscients. Leur souhait est que le Burkina continue de leur apporter son appui. Gildas Da, Ouagadougou, VOA Afrique. Merci à Gildas pour ce reportage et je suis en ligne avec lui depuis Ouagadougou. Gildas, bonsoir. Eric. Gildas, comment le Burkina gère-t-il la double réalité d'accueillir des réfugiés maliens tout en ayant lui-même des Burkinabés réfugiés dans des pays voisins? Alors, c'est vraiment la grosse équation, hein, Eric. Cela pourrait même paraître un peu comme un paradoxe. Donc, 80 000 Burkinabés réfugiés dans les pays voisins, et le Burkina lui-même qui en accueille plus de 36 000, principalement des Maliens, comme vous l'avez dit. Alors, les chiffres montrent clairement que le Burkina est en difficulté, mais le pays tente de faire de son mieux pour respecter ses engagements. Il y a une commission burkinabé des réfugiés qui a été mise en place. Et il y a aussi un plan de réponse humanitaire national qui a été mis en place. Je pense que c'est une première au Burkina depuis que la crise a débuté. Et il y a aussi l'hospitalité des Burkinabés sur laquelle il faut compter, hein, comme vous l'avez entendu dans le reportage. Alors des voisins qui tentent d'aider l'autre alors qu'eux-mêmes sont en difficulté. Donc l'un dans l'autre, le pays se démène pour apporter à ces personnes-là le peu dont ils disposent. Mais c'est vraiment la croix et la bannière, Eric. En ce qui concerne l'action du gouvernement de transition envers les réfugiés sur son territoire et les déplacés internes, quels sont les principaux défis auxquels l'État burkinabé est confronté et comment le HCR et ses partenaires contribuent-ils à soutenir ces réfugiés et personnes déplacées? Là, sans embâche, je vous réponds que le premier gros défi, ce sont les finances. Les partenaires financiers du HCR et des autres ONG ne sont plus si disponibles que ça. Tenez, je vous donne ce chiffre. On a un plan de réponse humanitaire des organismes des Nations Unies au Burkina qui monte à près de 900 millions de dollars. Et vous savez, le mois de juin, on n'avait réuni que 19% de cette somme. Donc, clairement, le Burkina a été quelque part oublié. Et ce manque de ressources financières plombe le travail des humanitaires et par ricochet aussi, le gouvernement va en souffrir. Alors, l'autre défi, c'est aussi l'accessibilité de certains réfugiés. Eric, vous savez que le pays, le Burkina, est en difficulté. Il y a des zones qui sont pratiquement inaccessibles. Alors, pour pallier à toutes ces difficultés, le HCR et d'autres ONG appellent à délier le cordon de la bourse en faveur du pays. Mais pour le moment, l'argent se fait encore attendre, malheureusement, j'ai envie de dire. Gildas, vous avez donc rencontré Asmamou Goro et Draman Maïga qui sont dans cette situation. Ont-ils des nouvelles de leurs proches qui sont restés chez eux ou qui peut-être ont pris le chemin inverse de l'exil? Oui, Asmamou, elle dit n'avoir plus de nouvelles en fait de sa famille restée au Mali, puisqu'elle dit que les antennes de téléphonie mobile apparemment auraient été sabotées dans son village. Son mari, lui, était déjà porté disparu avant même que Asmamou ne décide de fuir le village. Donc, pour le moment, elle n'a aucune nouvelle de sa famille. Et quant à ceux qui ont pu prendre le chemin inverse, pour les Maliens que j'ai pu rencontrer, je n'ai pas eu vent de retour de réfugiés maliens, mais de ce que j'ai appris, d'autres nationalités sont reparties. Mais des personnes qui viennent de pays beaucoup plus éloignés que le Mali. En quelques secondes, Maïga.
Maïga, lui, a eu des nouvelles de sa famille restée au pays. Lui, il les appelle régulièrement. Lui, à son niveau, il n'y a aucun souci. Et lui, il a pu se déplacer avec pratiquement toute sa famille, comme vous l'avez entendu, ses 12 enfants et sa femme. Donc, lui, il arrive encore à communiquer avec les siens restés au pays, Eric. Merci beaucoup, Gilles Dasda. Je rappelle que vous êtes notre correspondant à Ouagadougou et nous poursuivons cette discussion avec quelqu'un d'une ONG humanitaire. C'est le Conseil norvégien pour les réfugiés au Burkina Faso, Anita Kristic, directrice pays, qui est avec nous. Annika, bonsoir. Oui, bonsoir. Annika, comment le Conseil norvégien travaille-t-il en partenariat avec d'autres organisations humanitaires et les autorités gouvernementales pour répondre aux besoins des populations touchées par cette crise au Sahel? Merci pour cette question. NRC travaille selon les principes humanitaires de l'humanité, indépendance, neutralité et impartialité pour répondre aux besoins humanitaires des populations touchées par la crise au Sahel et bien sûr au Burkina Faso. Nous faisons partie bien sûr de la communauté humanitaire ici au Burkina et dans les autres pays où nous travaillons. Ici, au pays, l'accès aux populations reste un défi majeur pour les humanitaires, ça il faut noter. Nous travaillons donc dans les partenariats avec les organisations des Nations Unies, avec les autres organisations humanitaires, avec les organisations locales burkinabées, bien sûr, pour la complémentarité et efficience de nos actions, et ainsi avec les bailleurs de fonds humanitaires qui nous soutiennent. Nos compétences en tant que Conseil norvégien pour les réfugiés sont dans la protection, sécurité alimentaire, éducation, abri, eau, assainissement. Vous voyez, ce sont tous des secteurs hyper importants pour la réponse humanitaire. Les autres partenaires, par contre, ils apportent leurs compétences et on mutualise nos efforts. Nous partageons les ressources et collaborons avec les autres, les autorités nationales, bien sûr. Et nous faisons du plaidoyer pour porter la voix des populations touchées par les conflits et déplacements. Nous engageons beaucoup la population en question car il est crucial de rendre une assistance pertinente et appropriée. C'est ce que nous essayons de faire à travers les différentes plateformes de coordination et aussi accès. Ouais. Annika, pouvez-vous expliquer comment aborder la question de la durabilité et de la résilience des communautés déplacées et des réfugiés au Sahel, notamment en ce qui concerne l'accès à l'éducation, à l'emploi et aux services de base? Oui, ça, c'est une grande question. NRC travaille avec toutes les populations déplacées, bien sûr. Actuellement, au Burkina Faso, nous sommes plus avec les déplacés internes que les réfugiés en direct. En ce qui concerne la durabilité, j'ai une histoire d'une femme qui s'appelle Aïssatou qui a été déplacée avec sa famille 4 fois en 4 ans et a perdu ses proches. Donc, ça résume bien le besoin pour les acteurs de l'assistance humanitaire de rester agiles et à l'écoute de la population. Dans ce contexte si dynamique que nous avons au Sahel et au Burkina Faso, la notion même de durabilité est aussi dynamique et exige notre flexibilité. Donc, avec les autres intervenants, en collaboration avec les autorités, NRC travaille sur l'éducation dans diverses situations de déplacement. Je viens de sortir d'une réunion avec les collègues de Cluster Éducation où nous plaidons pour que l'éducation en urgence soit prise comme une activité de sauver des vies, parce que c'est essentiel de maintenir les enfants scolarisés. Donc, il y a plusieurs différents programmes qui sont mis en place, les cours de rattrapage, les espaces temporaires de l'instruction. Et aussi, il est essentiel de maintenir une approche sensible au traumatisme, parce que les enfants qui viennent à l'école après les déplacements sont aussi touchés par ce qui leur est arrivé. Et c'est essentiel de rétablir rapidement les enfants dans les lieux où ils sont, ainsi que assister les populations locales qui accueillent généreusement les déplacés. Quelles sont les perspectives quelles sont les perspectives à long terme pour les réfugiés et les personnes déplacées internes dans la région du Sahel, et que faire pour contribuer à la reconstruction et à la stabilisation de ces communautés? Très rapidement. Le contexte au Sahel est très dynamique et ça demande la flexibilité et adaptabilité de la communauté humanitaire. Notre rapport sur les crises négligées montre qu'il nous faut garder focus sur le financement de la réponse humanitaire au Burkina et Sahel parce que les besoins humanitaires persistent.
Nous espérons vraiment voir toutes les personnes déplacées trouver une solution digne et appropriée. Et il faut vraiment noter qu'il faut garder un œil sur les femmes et les filles qui sont disproportionnellement impactées, ainsi que les enfants, par cette crise et par les risques, notamment des violences basées sur le genre et violences sexistes. Donc, c'est quelque chose qu'on construit, bien sûr, avec tous les autres acteurs. Nous pouvons assister, mais bon, les perspectives à long terme, je pense qu'on va rester dans l'humanitaire pendant un certain moment en travaillant dans les solutions qui sont appropriées et qui sont dignes pour chaque personne déplacée, pour chaque communauté déplacée, pour trouver leur résilience là où ils sont. Annika Kristic, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directrice du pays du Conseil norvégien pour les réfugiés au Burkina Faso. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations à influence étrangère, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. La MINUSMA, mission de maintien de la paix au Mali, a officiellement quitté Ouagadougou, situé dans le cercle de Bankas. Après plus de 3 ans de présence, la base temporaire de la mission onusienne a été remise aux forces armées maliennes. Cette action est conforme à la résolution 2690 qui a entériné le retrait de la MINUSMA à la demande des autorités maliennes. Voici la correspondance de Tidiane Ouedraogo depuis Koro. Les dernières troupes sénégalaises stationnées à la base opérationnelle de la MINUSMA à Ouagadougou, région de Bandiagara dans le centre du Mali, ont quitté leur base qu'ils ont remise aux autorités maliennes. Cet événement marque une étape importante dans les retraits de la mission onusienne du Mali. Colonel Ali Sidibé, préfet de Bankas. C'était un jour de fête, de convivialité. Donc la population a adhéré et l'armée malienne a pu, récupérer le camp sous la présence du commandant des zones. La mission onusienne applique ainsi la décision prise fin juin par le Conseil de sécurité de l'ONU de mettre un terme à la MINUSMA déployée depuis 2013 à la demande des autorités maliennes. Selon Mamadou Ziguimé du collectif des associations des jeunes du pays d'Ogon, la MINUSMA devrait avoir un mandat plus robuste. Nous, au niveau du collectif des associations des jeunes du pays d'Ogon, nous avons même écrit aux Nations Unies, au bureau de l'ONU, dire que vraiment nous voulons qu'il revoie les mandats de la MINUSMA pour pouvoir insérer même la combativité. Sinon, l'interposition seulement n'arrange pas. Et voilà, beaucoup combattent la MINUSMA aujourd'hui au Mali parce qu'elle ne combat pas les terroristes. Dotée d'une composante militaire et une autre civile, la MINUSMA, dont le rôle est de contribuer à la stabilité au Mali, agissait aussi dans le domaine du social. Ici, les avis sont partagés sur le départ de la MINUSMA. Alec Guindo coordonne une ONG locale et la MINUSMA est le principal partenaire financier. Ma structure a eu à travailler avec la MINUSMA dans le cadre du développement, surtout de la cohésion sociale entre les couches qui ont des tensions entre elles. Nous avons travaillé aussi à Dangatene au profit de l'association des femmes. Il y avait des femmes du village, il y avait des femmes déplacées et Dangatene était vraiment archi-com. Et nous avons fait un périmètre maraîcher de 2 hectares pour les femmes. D'autres comme Mahmoud Guindo sont restés sur leur faim. Par rapport aux infrastructures, vraiment, je ne saurais vous dire qu'on a eu vraiment cet financement par la MINUSMA et qu'on peut montrer vraiment les fruits, il n'y en a pas dans le secteur de Bankas. Après Ouagadougou et Ber, la mission multidimensionnelle des Nations Unies poursuit son retrait programmé du Mali qui doit se terminer d'ici le 31 décembre 2023. Tidjani Ouedraogo pour VOA Afrique, Koro. Au Niger voisin, le Premier ministre désigné par les autorités militaires au pouvoir a déclaré lundi
que Niamey est engagé dans des discussions visant à obtenir un départ rapide des troupes françaises, tout en exprimant l'espoir de parvenir à un accord avec la CEDEAO qui menace d'une intervention militaire. Le Niger a par ailleurs ouvert son espace aérien pour les vols commerciaux. C'est notre fait marquant de la semaine. Abdulrazak Idrissa, notre correspondant sur place, est avec nous. Razak, bonsoir. Bonsoir Eric. Quelles sont les priorités que le régime militaire met en avant lors de cette conférence de presse et comment ces priorités sont-elles perçues par la population et les observateurs locaux? Alors, les priorités que le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a présentées hier lors de cette conférence de presse, elles sont au nombre de 3. Il y a bien sûr la question sécuritaire qui a été un des motifs de cette action du 26 juillet dernier, la question sécuritaire donc. La deuxième priorité, c'est la question économique et financière. Et la troisième, c'est la préparation donc, de la rentrée scolaire au niveau des établissements de l'enseignement à tous les niveaux, donc au niveau primaire et au niveau secondaire et au niveau universitaire. Donc, sur ces 3 priorités pour la question sécuritaire notamment, le Premier ministre a notamment dit que le gouvernement de transition et le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie travaillent pour que justement l'intégrité territoriale du pays soit préservée, en indiquant notamment les derniers résultats donc, de ces actions de sécurisation. Le 1er septembre, les forces de défense et de sécurité ont neutralisé une dizaine de terroristes à la frontière avec le Burkina Faso. Sur la deuxième priorité, il a notamment fait cas des efforts que le gouvernement de transition a fait depuis l'avènement du CNSP au pouvoir. L'effort donc de mobilisation des ressources internes, ce qui a permis de payer les salaires du mois pour les fonctionnaires, mais aussi pour les éléments des forces de défense et de sécurité. Et la troisième priorité, c'est bien sûr la question de la préparation de la rentrée, sur laquelle il a indiqué que tout est fin prêt pour que cela puisse se dérouler dans les conditions les meilleures. Alors, un aspect sur lequel, pour répondre à la deuxième partie de la question, un aspect sur lequel les commentaires et les analyses se sont beaucoup plus focalisés, c'est vraiment sur la deuxième priorité, la question économique et financière, puisque dans sa conférence de presse, le Premier ministre a mis en exergue l'état d'endettement, de surendettement même, on va dire, puisqu'il a parlé qu'à l'heure actuelle, le Niger a un stock de dette de plus de 5 000 milliards de francs CFA, alors qu'en 2010, un peu donc avant la prise de pouvoir par le PNDS Tareya, le parti du président déchu et de l'ancien président Issoufou Mahamadou, la dette du Niger était au-delà juste de 300 milliards plutôt de francs CFA. Et donc vraiment, l'ensemble des commentaires et des réactions a beaucoup plus porté sur cet aspect, ce surendettement du pays que les autorités déchues dans lequel les autorités déchues ont porté le pays. Razak, pouvez-vous nous donner un aperçu de ce que dit la presse locale à propos de cette conférence de presse? Alors oui, un aperçu de la presse sur cette conférence. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu beaucoup, effectivement, puisque nous-mêmes nous étions là-bas, l'ensemble de la presse s'est mobilisée. Mais paradoxalement, ce matin, déjà, il faut noter qu'il n'y a pas beaucoup de presse, on va dire de quotidien ici au Niger. Les principaux ne sont pratiquement pas parus. Il y a le quotidien gouvernemental qui est paru et qui a plutôt fait, on va dire, une sorte de compte-rendu de cette conférence de presse sans aller dans des commentaires ou des analyses. Et les quotidiens privés, à l'exception de 1 ou 2 qui sont parus dans leur version électronique, ne sont pas, en tout cas, on ne les a pas vus dans les kiosques ce matin. Et même là, c'est plus ou moins aussi compte rendu de ce qu'a été cette conférence de presse. Donc, il n'y a pas véritablement eu, pour l'instant en tout cas, d'analyse et de commentaires de cette sortie médiatique du Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, mais par contre, sur les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, cette sortie du Premier ministre a été beaucoup commentée, comme je le disais, notamment sur cet aspect du surendettement du pays, parce que 5 200 milliards de francs CFA à rembourser quand même. Et beaucoup se sont interrogés sur ce qu'a été vraiment la gouvernance au cours de ces deux... Merci Razak, Abdulrazak Idrissa, notre correspondant
à Niamey sur notre fait marquant de la semaine. Une Mauritanienne en première ligne dans la lutte contre les conflits communautaires au Sahel, Dieba se consacre à promouvoir la participation des femmes aux côtés des hommes dans la prévention et la résolution des conflits dans la région. Elle occupe le poste de coordinatrice régionale au sein de la plateforme des femmes du G5 Sahel, une organisation œuvrant pour l'intégration de la perspective de genre dans les stratégies et les initiatives de cette organisation régionale. Découvrez son portrait par Mohamed Diop. Madame Dieba, l'une des 4 premières Mauritaniennes à obtenir le baccalauréat. Elle est aussi la première Mauritanienne qui poursuit des études supérieures à l'étranger, en France. De retour au pays, cette diplômée en histoire devient ministre de la Santé, puis députée. Aujourd'hui, elle coordonne la plateforme des femmes du G5 Sahel qui implique le genre dans la médiation communautaire. Elles sentent les tensions qui naissent, parce qu'elles viennent souvent d'un groupe, elles sont mariées dans un autre groupe, ou leurs enfants sont dans d'autres groupes, ou proviennent d'autres groupes. Donc, elles ont une vue d'ensemble de ce qui se passe dans leur communauté. Les femmes de la plateforme arrivent d'ailleurs à résoudre des conflits, comme ceux opposant souvent cultivateurs et éleveurs en Mauritanie. Elles ont même eu l'intelligence de créer des activités qui, après le règlement de conflit, permettent aux gens de rester ensemble, de se côtoyer et de travailler ensemble. Et au Niger aussi, dans la région de Tillabéri, on a eu des activités avec des femmes qui ont géré le problème entre des personnes déplacées et les personnes qu'elles ont trouvées sur place. Grâce à son action, les hommes reconnaissent le rôle de la femme dans le règlement des conflits au Sahel. Maintenant que les hommes, les gouvernements, la société civile sont interpellés par exemple, la résolution 1325 des Nations Unies, et qui se rendent compte qu'ils s'astreignent à l'appliquer, donc à faire participer les femmes, ils se rendent compte que les femmes peuvent apporter quelque chose de nouveau. Cependant, la source d'inspiration de Mme Ba est sa maman. On l'a vu gérer les petits conflits de ménage, on l'a vu organiser les femmes en de petites, GIE aujourd'hui, on peut parler de GIE aujourd'hui, en des petites communautés de pratiques pour les teinturières ensemble ou les commerçantes ensemble. Ses collègues parlent de femmes attachées au genre. Madame Die, grâce aux offensives qu'elle a menées, vraiment nous avons pu nous intégrer au niveau de l'Union africaine dans le cadre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, le plan d'action national de la résolution 1325 est en train d'être mis en œuvre. Madame Dieba, c'est une femme qui a un long parcours et elle est un engagement inconditionnel pour la cause des femmes. Elle a réussi à instaurer une confiance entre elle et les femmes du Sahel. Ce qui a permis donc de créer des cadres de concertation et d'échange avec ces femmes pour rechercher les vrais problèmes du Sahel. Les vrais problèmes qui causent justement ces conflits armés qui ont un impact, des conséquences néfastes sur aussi bien la société de manière, les communautés de manière générale, que les femmes en particulier. Pour le futur, Dieba dit rester à la disposition de son pays, du Sahel et de l'Afrique. Mohamed Diop pour VO Afrique, Nouakchott. Merci à Mohamed Diop. Yacouba Bari sur Facebook s'interroge. Avant la MINUSMA, on vivait avec quoi? C'est justement sur ce retrait de la MINUSMA au Mali. C'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leurs expertises et leurs points de vue. Enfin, je tiens à saluer le travail de nos correspondants et qui se sont surpassés pour vous apporter ces nouvelles de la région. Eric Manila qui a été avec vous au micro, Joselle Morissin, Fatouma Alimas Kalala et Trésor Matondo ont assuré la mise en onde. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à très bientôt.